Bonsoir à tous. À la une de ce journal, les tensions inflationnistes persistent dans les marchés. Sur les 12 derniers mois, il y a une hausse des prix de l'ordre de 2,5%. Selon l'Institut national de la statistique, les tensions sécuritaires et tensions sociopolitiques dans certaines régions du Cameroun et également l'impact du coronavirus perturbent l'approvisionnement dans les marchés au Cameroun. Vous verrez dans ce journal comment Bamenda, théâtre de la crise anglophone, est devenue la ville la plus chère au Cameroun. 4 jours après la reprise des cours, des chefs d'établissement sont inquiets. L'attitude des élèves suscite des préoccupations, aussi bien sur les campus scolaires que dans les domiciles. Presque personne ne respecte les mesures barrières, pourtant indispensables pour éviter la propagation du Covid-19. Les cours sur le Covid peinent à conscientiser des élèves et enseignants dans des écoles où les équipements n'ont pas toujours été renforcés. Nous ferons le point au cœur de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, ce mouvement d'humeur des enseignants dans la région de l'Ouest. À peine la reprise des cours est entamée qu'ils ont revendiqué l'amélioration de leurs conditions de travail et surtout dénoncé cette dévalorisation de leur traitement salarial, une situation qui a perturbé les cours dans certains établissements scolaires situés dans la région de l'Ouest. On fait le point avec Leclerc Sakem. Ça grogne à l'entrée du groupe scolaire bilingue La Providence, situé en plein cœur de la ville de Bafoussam, région de l'Ouest Cameroun. Les enseignants de cette école primaire sont en colère. Raison avancée. C'est le salaire de 3 mois qu'on ne nous a pas payé depuis mars. Comme le gouvernement avait dit qu'on nous paye, le retour de cours moyen de les classiques, si on commençait depuis lundi, on ne voit pas le salaire. C'est ça qui nous dérange. Parce que même les maisons, on n'a pas encore payé le loyer, l'eau, l'allumé. C'est ça qu'on souffre de ça maintenant. Chaque jour, on souffre pour payer les motos, payer les voitures pour venir à l'école. On ne voit rien de changement. Après avoir rempli leurs devoirs, les parents d'élèves venus s'enquérir de la situation observent impuissamment la scène. Mon enfant fait le cours moyen depuis hier. L'enfant me fait comprendre qu'ils ne font pas cours. Si je suis ici ce matin, c'est pour m'enquérir de la situation. Il faut que je sache pourquoi mon enfant ne reçoit pas ses leçons, alors que l'intégralité de la scolarité a été payée avant même la fin du mois de janvier. Alors nous ne comprenons pas comment nous, parents, nous pouvons payer la scolarité et que en retour, que les responsables ne payent pas aussi les enseignants. Même s'il y a une période de crise, ça ne devrait pas impacter sur nous les parents ou sur les enseignants. Ils doivent être payés parce que nous les parents nous avons tout versé la totalité. Donc vraiment je pense que les responsables, les dirigeants de cet établissement doivent encore revoir vraiment. Il ne faudrait pas que demain, ça fait 3 jours. C'est un peu de trop. Les pauvres disciples de Charlemagne ne savent plus à quel sens se vouer. Depuis lundi, nous ne fréquentons pas. Nous sommes dehors. Parce que les enseignants disent qu'on ne laisse pas payer. Et nous ne savons pas comment nous devons faire avec les examens que nous sommes en train de préparer. Ces élèves espéraient retrouver leur salle de classe qu'ils avaient été contraints d'abandonner le 16 mars dernier pour cause du coronavirus. Le directeur et d'autres responsables de cette école n'ont plus le cœur à l'ouvrage. Une source nous fait savoir que la fondatrice, après avoir perçu la totalité de la scolarité des élèves après le vol pour la France, vivement que quelque chose soit fait pour sauver l'année scolaire de ses enfants. Toujours dans la région de l'Ouest, plusieurs établissements scolaires n'ont pas assez d'équipements pour faire face au risque élevé de contamination au Covid-19 sur leurs différents campus. Ils l'ont fait savoir lors de la reprise des cours marquant la rentrée du 3e trimestre de l'année scolaire 2019-2020. Évocation dans ce reportage que signe Ketdiara. C'est le préfet des Bamboutos, en personne, qui a coordonné la rentrée scolaire sans Covid sur l'ensemble de son territoire de commandement, après avoir fait le tour des établissements pour se rassurer de l'effectivité de la reprise. L'homme fort du département va par la suite personnellement veiller au respect des mesures édictées. Tu as l'eau de la maison, n'est-ce pas? Vous avez l'eau de la maison, on a la nourriture, le pilet. Hein? Vous mettez ça dans le petit boîte là. Vous mangez ici. On donne pas l'eau à quelqu'un, chacun a son eau.
Parmi celles-ci, le lavage des mains à l'eau coulante et au savon, une eau désormais rare dans ce département dans lequel il faut parcourir des kilomètres pour avoir la moindre goutte. Mais le problème majeur de l'arrondissement de Bacham, c'est celui de l'eau. Il nous faut des efforts réels pour avoir de l'eau. Laver les mains, c'est bien, mais laver les mains avec de l'eau propre, c'est encore mieux. Mais le problème d'eau est réel à Bacham. Pourtant, le nouvel exécutif communal assure de tout mettre en œuvre pour le retour imminent de la denrée dans les ménages. Depuis notre prise de fonction, il y a environ 2 mois, nous avons inscrit ce problème d'eau en lettres d'or dans notre programme d'action. Et au jour d'aujourd'hui, les équipes sont sur le terrain en train de faire l'état des lieux pour rétablir de l'eau. Pour cette rentrée spéciale, déploiement spécial pour les responsables des établissements qui ont dû voir l'entrée en scène de nouveaux équipements. Les responsables d'établissements ont par la suite procédé à une nouvelle répartition des élèves. Pour ce matin du lundi, nous accueillons exclusivement les élèves de terminale. Nous avons 5 terminales. Nous allons accueillir jeudi les 200 élèves des premières et les 300 autres élèves de la Forme 5 et 3e. Pendant ce temps, dans le Noun, les élus locaux ont fait le nécessaire afin d'équiper les établissements de produits de protection contre la Covid. Cache-nez, gel hydroalcoolique, savon liquide pour le lavage des mains. À la suite de M. le maire qui a désinfecté les locaux des établissements la semaine dernière, nous sommes donc venus aujourd'hui pour renforcer les mesures barrières. Dans l'ensemble, élèves et enseignants ont répondu présents à cette rentrée qui va drainer sur son sillage de nouveaux changements. Nous avons eu des difficultés par rapport à notre discipline, surtout qu'on s'attendait à une épreuve pratique, puisqu'on dit la pratique d'EPS, mais la pandémie du coronavirus ne nous permet plus d'évaluer nos élèves. Des changements avec lesquels la communauté éducative devra faire en attendant la mise sur pied d'un traitement définitif. En pleine reprise des cours, l'attitude des élèves inquiète, aussi bien sur les campus scolaires que dans les domiciles. Presque personne ne respecte encore les mesures barrières. C'est le constat que font nos reporters dans le département du Mungo. Là-bas, les cours quotidiens sur le Covid-19 peinent à conscientiser des élèves et enseignants dans des écoles où le matériel nécessaire pour éviter la propagation du Covid-19 manque cruellement. Reportage signé Jacquino Molan et Jean-Paul Chouniat. Je vous parlais de ce reportage concernant l'attitude des élèves qui inquiètent, aussi bien sur les campus scolaires que dans les domiciles. Presque personne ne respecte encore ces mesures barrières. Pourtant, chaque matin, un cours sur le Covid-19 est dispensé aux élèves, mais leur attitude est loin de rassurer des chefs d'établissement qui s'interrogent sur le rôle et la responsabilité des parents d'élèves dans l'encadrement de leur progéniture. Reportage Jean-Paul Chouniat et Jacques Molon. En dépit de la campagne nationale de sensibilisation en cours sur les risques de propagation et de contamination au coronavirus, les vieilles habitudes refont surface avec la reprise des classes dans le département du Mungo. Et depuis le 1er juin 2020, surcharge des élèves sur moto-taxi se font au mépris du strict respect des mesures barrières, de distanciation sociale et du port obligatoire des cache-nez. Le constat est ahurissant. Et éviter, n'est-ce pas, bâcher sur les motos. Il y en a, les chauffeurs de moto, et non pas les cache-nez. Dans l'enceinte des établissements, comme ici au lycée bilingue de Manjo, certains élèves prennent même un malin plaisir à mal porter leur masque de protection. La mise en garde est toute musclée pour la moindre fantaisie. Si on trouve un seul élève qui a mis le masque sur le menton, l'élève retourne tranquillement chez ses parents. Donc on n'est pas venu s'amuser. Si vous avez vos vies à exposer, vos enseignants ont les leurs à préserver. Donc faites très attention. Au-delà de tout le dispositif de lavage des mains et des gels désinfectants installés dans les écoles primaires, lycées et collèges du Mungo, les enseignants déplorent le manque de relais des parents dans le suivi de la sensibilisation de leurs enfants. Les parents devraient sensibiliser les enfants à la maison pour qu'ils rentrent aussitôt
à la maison, qu'ils ne traînent pas entre l'école et la maison. Parce que ça, c'est un couloir que l'établissement ne peut pas maîtriser. Au sortir de classe, il faudrait que les enfants soient sensibilisés à rentrer directement à la maison. À la maison, les parents doivent relayer. Parce que si ce n'est pas relayé au niveau des parents, ça veut dire que le travail est vain. Les enfants doivent prendre conscience. C'est pour ça que je suis passé dans les salles de classe pour le leur rappeler. Également, je sortirai une note dans quelques jours où les parents seront également sensibilisés. Ils leur sensibilisent davantage nos enfants, leurs enfants, sur le respect des mesures barrières. Et pour renforcer davantage la lutte contre Covid-19 et limiter les risques de contamination, les heures de pause ont même été supprimées. On a tenu une réunion avec des parents où on leur a demandé d'apporter des sandwichs et des bouteilles d'eau pour des enfants parce qu'ils n'auront pas de pause. On a continué en leur donnant des consignes suivantes. Chacun jusqu'à la maison doit avoir son masque. Se battant comme ils peuvent avec les moyens de bord pour tenir au loin le coronavirus, chefs d'établissement et enseignants du Mungo appellent les parents, les autorités administratives et les forces de maintien de l'ordre à s'impliquer davantage dans cette bagarre générale contre le Covid-19 en tenant à l'œil leurs enfants et mototaximens qui violent délibérément les mesures barrières. À la suite d'une instruction du Premier ministre, le ministre de la Santé publique a annoncé l'ouverture de la réouverture de la polyclinique Marie-O, une décision relative à l'implication des structures privées dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Vous le voyez en image, le personnel s'est mobilisé et son promoteur, le docteur Roger Ngoula, qui s'est lui aussi mobilisé dans l'attente de cette réouverture qui finalement n'a pas eu lieu au terme de cette journée. Pourtant, il y a une décision du ministre adressée au préfet du département du Vouri, laquelle décision note que dans l'entente de l'aboutissement des concertations engagées avec les responsables de l'ordre des médecins, il est autorisé que la polyclinique Marie-O soit réouverte. Son personnel s'est mobilisé durant toute la journée jusqu'à ce soir dans l'attente de cette réouverture. Selon nos dernières informations, elle a été reportée pour demain matin. En pleine crise sanitaire, le ministre Minette Liban-Lincoln dévoile qu'elle fait partie des victimes du Covid-19. Sur son compte Twitter officiel, elle a dit être guérie grâce à Dieu et au dévouement des personnels soignants. Le ministre des Télécommunications n'a pas caché son plaisir de reprendre le travail après une absence due au Covid. Aujourd'hui, Minette Liban-Lincoln a définitivement remise, rassure-t-elle, sur son compte Twitter officiel. Au regard des conséquences néfastes du coronavirus sur la vie économique, sociale et politique, le premier vice-président du SDF, Joshua Aussi, pense déjà à l'avenir du Cameroun. Après cette pandémie, le député de Vouri-Centre annonce la mise sur pied d'une plateforme citoyenne visant à recueillir les propositions des Camerounais pour un nouveau contrat social. Il s'engage à mener un véritable plaidoyer auprès du gouvernement sur les attentes des citoyens désireux de vivre dans une société où on est à l'écoute et porté sur le bien-être. C'est du moins l'initiative lancée par le député Joshua Aussi, premier vice-président national du SDF. Dans le reste de l'actualité, la classe politique des organisations internationales continue de monter au créneau pour condamner la disparition brutale et tragique du journaliste Samuel Ouazizi, décédé des suites des sévices survenus lors de son arrestation et incarcération à Boya, ensuite son transfert à Yaoundé où il est décédé. Une vague d'indignation relatée dans ce reportage de Sédik Chouna et Gladys Sidi. 3 candidats à la dernière élection présidentielle réagissent au décès du journaliste Samuel Ouazizi. Maurice Kamto, le leader du MRC, condamne ce qu'il qualifie d'assassinat et exige que les responsables soient punis. Il marque son indignation, indiquant que le Cameroun ne pourra pas se développer tant que les droits de l'homme ne seront pas respectés. L'honorable Cabral Libi du PCRN demande au gouvernement camerounais de faire la lumière sur cette affaire et de tirer toutes les conclusions qui s'imposeront à l'issue d'une enquête diligente et impartiale. Il réaffirme son attachement à la liberté de la presse et à la dignité des journalistes et des citoyens camerounais victimes des privations de liberté.
Serge Espoir Matomba Dupurs réagit en précisant que le journaliste n'est pas un danger par sa mission d'informer, d'éduquer et de divertir. Il ne doit donc pas être en danger. Sans liberté, il n'y a pas de vérité. Les avocats Maître Agbo Mbala et Maître Michel Ndoki exigent du gouvernement des clarifications sur la mort de Samuel Ouazizi. Ils veulent des réponses aux nombreuses interrogations qui restent jusqu'ici en suspens. Sur le plan international, Ilaria Allegrosi, chercheuse senior de Human Rights Watch, marque son indignation et fait savoir que le cas de Samuel Ouazizi soulève la situation de plusieurs autres journalistes, souvent la cible de harcèlement, d'intimidation, de menaces et d'agressions des forces de sécurité et des autorités. Reporters sans frontières et l'organisation internationale Committee to Protect Journalists attendent des réponses du gouvernement camerounais qui est sommé d'ouvrir une enquête sérieuse et indépendante dans cette affaire. Et l'on note sur le plan national une forte mobilisation des organisations professionnelles, le SNJC, Syndicat national des journalistes du Cameroun, et le CAMASEJ, Association des journalistes d'expression anglaise du Cameroun. Ils demandent que soit communiqué à la famille de Samuel Ouazizi et à l'opinion nationale et internationale les circonstances de son décès et où se trouve son corps. Ils dénoncent le comportement revanchard du gouvernement et aussi de l'armée sur le journaliste au Cameroun. Dans le sud-ouest, des journalistes ont marché pacifiquement en direction des services du gouverneur pour exiger les explications sur la mort de leurs confrères. Bernard Okalia-Bilay, le gouverneur du Sud-Ouest, a fait savoir qu'il se lave les mains dans cette affaire. Selon lui, Samuel Ouazizi a quitté la ville de Boya en bonne santé pour Yaoundé. Il ne saurait demander aux autorités de Yaoundé ce qui s'est passé parce que Samuel Ouazizi a été interpellé pour terrorisme. Le gouverneur du Sud-Ouest fait savoir qu'il ne saurait donc interférer dans cette affaire. Reporters sans frontières qui jugent inacceptables les conditions de détention du journaliste Samuel Ouazizi, lesquelles conditions inhumaines ont conduit à la mort de ce confrère. Le responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières, Arnaud Froger, déplore les zones d'ombre qui entourent encore la disparition tragique du journaliste Samuel Ouazizi. Je vous propose de l'écouter. On imagine assez bien l'extrême inquiétude et le degré élevé d'autocensure auquel sont exposés les journalistes camerounais, particulièrement celles et ceux qui travaillent dans les régions anglophones en proie à un conflit depuis plusieurs années, compte tenu de ce qui vient de se passer, compte tenu du sort qui a été réservé à Samuel Ouazizi par les militaires de son propre pays. C'est évidemment un crime extrêmement grave. Cela s'inscrit dans une longue lignée et d'un faisceau de menaces, je dirais, importants auxquels sont régulièrement exposés les journalistes camerounais, qui va des intimidations, des menaces verbales, des menaces physiques, en passant par les arrestations arbitraires. J'en veux pour preuve celle subie par l'ancien DG de la CRTV, Amadou Vamoulke, qui croupit en prison et en détention provisoire sans avoir été jugé donc depuis près de 4 ans maintenant. Il s'agit d'un journaliste âgé qui a 70 ans, qui est malade, qui se trouve dans un milieu carcéral exposé à des cas de Covid-19 et pourtant pour lequel aucune mesure, ne serait-ce que de simple remise en liberté provisoire, n'a été prise pour lui garantir son droit le plus fondamental, son droit à la dignité et son droit à la santé. Le Cameroun a perdu 3 places dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse établi par RSF et publié récemment en 2020 et figure aujourd'hui à la 134e position sur 180 pays. C'est le résultat de l'ensemble de ces menaces qui pèsent encore trop régulièrement sur les journalistes camerounais, et RSF continuera à se battre non seulement pour connaître la vérité, savoir ce qu'il s'est passé dans le cas de la mort du journaliste Samuel Ouazizi, mais également pour obtenir la libération des journalistes qui sont encore trop régulièrement arbitrairement emprisonnés dans le pays. Vous venez de suivre Arnaud Froger, responsable Afrique de Reporters sans frontières. Et pour répondre aux inquiétudes de la presse nationale et de l'opinion publique internationale sur le sort réservé à ce journaliste Samuel Ouazizi, Equinox TV a poursuivi ses investigations pour faire la lumière sur le décès brutal de ce professionnel des médias. Selon une information Equinox, Samuel Ouazizi était bien amoché durant son transfert à Yaoundé, ceci après avoir subi des sévices lors de son séjour carcéral à Boya.
ayant de la peine à l'exploiter à Yaoundé. Une instruction est donnée pour son admission dans un hôpital, en l'occurrence l'hôpital militaire à Yaoundé. Selon les investigations menées jusqu'ici, des sources militaires révèlent que le journaliste est mort à la fin du mois d'août 2019. Information Equinox, une disparition brutale, sans explication, qui suscite la frayeur, la flamme de la liberté de la presse qui s'éteint à petit feu sous le vent de la répression. Et parmi les réactions des leaders politiques, il y a celle de Joshua aussi, premier vice-président du SDF, député de Vaury-Centre, qui s'engage, après cette disparition brutale, à lutter pour la dépénalisation de certains délits de presse au Cameroun. Lui qui condamne cette disparition brutale d'un journaliste, interpellant le gouvernement sur son rôle régalien de veiller à la liberté de la presse et la promotion de la démocratie. Réaction de Joshua aussi. Et vous l'avez suivi dans ce journal, Samuel Louazizi, décédé à la fin du mois d'août, selon une information Equinox, des investigations qui permettent de vous faire savoir ce soir qu'il était bien amoché durant son arrivée à Yaoundé, selon les enquêtes menées par Equinox Télévision. Je vous le disais en titre, les tensions inflationnistes persistent dans les marchés. Bamenda est devenue la ville la plus chère au Cameroun, selon l'INS, l'Institut national de la statistique, qui révèle que la courbe de l'inflation atteint près de 2,5% de taux d'inflation sur les 12 derniers mois. Cela est dû aux tensions politiques et l'insécurité dans certaines régions du Cameroun. Et à cela s'ajoute également l'impact du coronavirus. On fait le point avec Sylvestre Hippolyte Zangaou. Au premier trimestre 2020, la ville de Bamenda a connu la plus forte progression du niveau général des prix, avec pour conséquence directe la baisse du pouvoir d'achat des ménages. Le rapport de l'enquête menée par l'Institut national de la statistique révèle que la hausse des prix des produits locaux s'expliquerait par la contraction de l'offre en liaison avec la crise sociopolitique dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. De manière globale au Cameroun, l'on a enregistré une hausse des prix de 2,5% en moyenne sur les 12 derniers mois. Ce niveau de variation n'avait plus été atteint au premier trimestre depuis 2013. La hausse est due en grande partie au renchérissement des produits alimentaires et boissons non alcoolisés, soit 3,1%, des restaurants et des hôtels de 5,4%, ainsi que des articles d'habillement et chaussures à 2,8%. L'augmentation des prix des produits alimentaires résulte surtout de la progression des prix des fruits, des légumes, du sucre, viande et poissons. L'Institut national de la statistique affirme qu'avec la survenue de la pandémie du coronavirus, l'on a observé un phénomène dit d'achat panique suite à la première série des mesures restrictives prises le 17 mars 2020 dans le cadre de la riposte. Cela a provoqué la flambée des prix de certaines denrées alimentaires et produits de première nécessité dès la fin du mois de mars à cause des spéculateurs qui stockent les produits dans le but de susciter une pénurie. Cette flambée des prix a toutefois été limitée par les campagnes de lutte menées sur le terrain par le ministère du Commerce. Dans le cadre des perspectives pour l'année 2020, l'Institut national de la statistique recommande au gouvernement de poursuivre sa politique de lutte contre la vie chère, notamment par le maintien de son soutien aux services sociaux de base, la minimisation des potentiels impacts du Covid-19 sur l'approvisionnement en produits de première nécessité, en prenant des mesures commerciales additionnelles qui ne perturbent pas la chaîne d'approvisionnement, la mise en place du cadre relatif au plan de construction et de développement du nord-ouest et du sud-ouest pour contribuer à l'amélioration de la situation sécuritaire pour la reprise et l'intensification des activités économiques. Après l'annonce de la transformation de la faculté de génie industriel en école nationale polytechnique de Douala, les attentes sont nombreuses sur le campus d'une grande école disposant de très peu d'équipements et de ressources financières et humaines limitées pour relever la qualité de la formation des apprenants. D'autres explications avec Warren Zede et Donald Brice Kamgan. La polémique était vive dans les milieux académiques. Une faculté peut-elle former des ingénieurs ? Non pour les tenants de cette thèse qui reprochait à la faculté de génie industriel de l'université de Douala son appellation. Moi particulièrement, je suis très content de quitter la FGI pour Polytechnique de Douala car l'ex-FGI avait beaucoup de limites sur le monde de l'emploi. Beaucoup de nos aînés académiques rencontraient des problèmes en entreprise car on disait qu'on ne formait pas des ingénieurs dans une faculté, par exemple. Raison pour laquelle ça créait un blocus. Et nous, ça ne nous rassurait pas. Maintenant, nous pensons qu'avec Polytechnique de Douala, nous sommes plus rassurés. Que ce soit pour nous, les étudiants encore à l'école, et que ce soit pour nos prédécesseurs qui sont sortis,
Le nom faculté de génie industriel créait beaucoup de polémiques concernant la qualité et la nature de notre diplôme. Écoutant ce débat, le gouvernement vient de faire de la FGI une grande école, l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Comme nous le savons tous, depuis la signature de ce décret, la faculté de génie industriel n'existe plus. C'est l'École nationale supérieure polytechnique de Douala. Avec Polytechnique de Yaoundé et Marois, la grande école qui forme dans 9 filières, dont le génie civil, le génie chimique, la technologie automobile, entre autres, est appelée à renforcer ses outils techniques afin de parfaire la qualité de la formation des étudiants. Il a pu arrêter toute polémique entre les facultés et les écoles pour amener ceux qui étaient déjà étudiants ici à pouvoir se sentir en pleine formation d'ingénieurs à part entière. Opérationnelle depuis 2006, la désormais École nationale supérieure polytechnique de Douala, qui forme 450 ingénieurs par an pour 2500 étudiants dans diverses filières, est dans son environnement d'implantation, Douala, ville économique et ville industrielle, et doit pouvoir donner du sens à son appellation. En bref, à présent, ce drame survenu à Koutaba, dans le département du Noun, une mère, sa fille de 9 ans et le conducteur d'une moto qui les transportait ont été violemment arrachés à la vie au cours d'un accident qui impliquait un véhicule de marque Toyota A26. Et c'était lors des courses organisées dans les artères de la ville de Koutaba. Le choc a retenti à travers cette localité située dans le département du Noun, là où 3 personnes ont été arrachées à la vie. Ce soir, c'est un coup de projecteur sur des conducteurs de motos, taxis qui ont leur habitude sur des routes dégradées dans les villages situés dans les arrondissements d'Ebolova 1er et Ebolova 2e. Le quotidien est loin d'être un long fleuve tranquille. Non seulement ils doivent braver de longues distances sur des routes et pistes impraticables, mais en plus ils doivent dépenser énormément d'argent, en moyenne 4000 francs CFA par jour, pour monnayer les différents postes de contrôle. Difficile dans ces conditions pour eux de pouvoir joindre les deux bouts et prendre en charge leur famille. C'est un grand reportage que signent Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. C'est ici, à Eboloassi, qui stationne dans l'attente de potentiels clients. À la différence de la plupart des benskinners qui se déploient au centre-ville d'Ebolova et dans les périphéries, ceux-ci sont les habitués de la campagne, comme on les désigne ici. C'est le qui peut, mais pas le qui veut. Dans les moments pluvieux, si vraiment vous n'êtes pas quelqu'un qui maîtrise la 2 roues, vous ne pouvez pas. Du moment où la roue tourne, donc c'est comme, à la base c'est l'argile, ça bloque la roue, ça te ralentit le voyage. Vous êtes obligé de descendre, comme ça glisse, les passagers souffrent à pied. Le passager peut descendre ici, aller même t'attendre à 1 km, 2 km pendant que tu patines et essayer d'avancer. Aucun village des arrondissements d'Ebolova 1er et d'Ebolova 2e n'est inconnu d'eux. Ils vont partout, à condition que le client soit capable de payer le prix qu'il faut. Malheureusement pour ces conducteurs, la plupart des villages qu'ils desservent sont enclavés. Le mauvais état du réseau routier ne leur fait pas de cadeaux et leurs engins prennent constamment des coups. Depuis que je fais la moto, pratiquement 10 ans aujourd'hui, l'état de notre route est tellement enclavé. Et ayant espoir que le gouvernement peut faire quelque chose pour nous, déjà que nous avions des vivres, nous qui sommes un peu loin de la ville, mais on n'a pas moyen d'y rendre. Il faut arranger de temps en temps, il faut regarder s'il y a un petit pan. Quand tu arrives en ville comme ça, là, tu arrives, tu pars au garage, tu regardes ce qui s'est gâté, tu essaies d'arranger. Parce que si tu ne fais pas comme ça, là, tu ne peux pas t'en sortir. La moto va finir, ça va vite finir. Malgré leur bonne volonté, ces transporteurs sont exacerbés par les multiples contrôles qui jonchent les différents trajets. Par exemple, sur la route qui va d'Ebolova pour Akom 2 ou Minkan, en passant par Meyo, on en dénombre 5 et à chaque contrôle, il faut payer. On se retrouve en train de payer 3-4 000 francs une moto. Vous payez par jour, on paye par jour. Même si tu possèdes un dossier complet, ce qui est sûr, c'est que tu vas toujours monnayer. Ça nous affaiblit parce que nous, le bas peuple, on ne sait plus quoi faire. Nous n'avions personne vraiment pour aller se plaindre. Chaque contrôle, comme ils sont 5, c'est 500. En soirée, ils font la relève. Vous payez encore 500. Donc au total, 4500. Tu cherches à faire un dossier complet, tu deviens l'ennemi de la route. On applique vraiment le travail sur toi. Donc le mieux, ils ne veulent pas qu'on mette même les dossiers au complet. Il faut
On joue les mêmes jeux qu'on joue là. Je joue ces jeux depuis 12 ans aujourd'hui. Voilà qui porte ainsi recours à la recette journalière et décourage certains conducteurs qui ont pris la moto en condition vente. En condition vente, je prends, je fais, je rembourse l'argent et avec le temps, ça va me revenir. Parce qu'il n'y a plus d'autre chose que peu puisse faire. Les difficultés sont telles que beaucoup envisagent de laisser la moto. Mais pour s'occuper à quoi? Dans un contexte où l'emploi est rare et précaire. Au bout de moult réflexions, ils prennent finalement la sage résolution de s'inscrire à l'école de la persévérance, en attendant un jour de voir leur étoile briller ailleurs, où ils ont des qualifications, plutôt que de continuer sur un engin à 2 roues qui permet juste de jongler. Le Cameroun revoit son budget à la baisse en raison de la crise sanitaire. Ce budget passe de 4 951,7 milliards de francs CFA à 4 409 milliards de francs CFA, soit une baisse d'environ 542,7 milliards de francs CFA. Une ordonnance modifiant et complétant la loi des finances qui vient d'être rendue publique. Elle est signée du président de la République du Cameroun. Et dans cette ordonnance, il est noté qu'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus a été créé et que désormais le budget sera axé sur la lutte contre la pandémie, note le président de la République dans cette ordonnance rendue publique ce jour. Il faut préciser que selon le ministre de la Santé publique, près de 2 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés dans le fonds spécial de solidarité nationale. Le gouvernement parlait de près de 3 milliards de francs CFA en prenant en compte la dotation d'1 milliard octroyée par le chef de l'État du Cameroun. Et déterminés à apporter leur contribution dans la lutte contre la pandémie du Covid-19, Afriland First Bank vient d'offrir un important don de matériel médical au ministère de la Santé publique. Reportage. À son tour, Afriland First Bank apporte sa contribution à la lutte contre la Covid-19. Cet établissement bancaire vient de remettre un important don de matériel anti-Covid-19 au ministère de la Santé publique. Pour Afriland First Bank, il s'agit de rejoindre la grande dynamique impulsée par le gouvernement contre cette pandémie. Nous rallions ce mouvement pour cette cause nationale pour pouvoir relever le défi de l'éradication de cette pandémie. Juste ce que nous avons fait à l'endroit, n'est-ce pas, du ministre de la Santé aujourd'hui, c'est un ensemble d'éléments qui permettent de lutter contre le Covid. Dans le détail, le don de cet établissement financier se compose d'importants matériels destinés aux formations sanitaires. 100 000 gants chirurgicaux, 40 000 cache-nez jetables, 4 000 unités de combinaisons médicales, 1000 masques N95, 100 thermomètres à infrarouge. Avec cette contribution significative de 132 millions de francs CFA, le ministère de la Santé publique souligne l'effort de solidarité d'Afriland First Bank. Je voudrais, au nom du gouvernement, de rappeler que notre consigne que le chef de l'État nous a imposé ici, c'est de recevoir de tous les Camerounais, quel que soit le niveau de la contribution, quelle que soit la qualité de la contribution. Cette contribution est indispensable et doit être accueillie au même titre. Il n'y a aucune contribution de plus, ni aucune contribution de moins. Pour vous dire combien nous apprécions votre geste ce matin. Pas en reste sur les mesures prises en son sein et en faveur de ses clients pour tenir à distance la Covid-19, Afriland First Bank déroule sa riposte. Dès l'apparition des premiers signes, nous avons pris les dispositions pour protéger le personnel et pour protéger la clientèle. Donc à ce titre, nous avons instruit la gratuité du service à distance. Aujourd'hui, vous pouvez faire vos opérations, la majorité de vos opérations sans vous déplacer dans nos agences pour éviter les attroupements. Et à l'égard du public, nous avons pris un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire que nos agences sont équipées des tentes à l'entrée pour pouvoir accueillir les clients et les introduire au fur et à mesure. Donc c'est autant de dispositions que nous avons prises pour pouvoir protéger la clientèle. En sa qualité de leader du secteur bancaire national, avec un total bilan annuel de plus de 1150 milliards de francs CFA, Afriland First Bank entend aussi garder son rang dans la lutte contre la Covid-19 au Cameroun.
La Société anonyme des brasseries du Cameroun a rejoint les conseillers du commerce extérieur de la France qui soutiennent le gouvernement camerounais dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Près de 16 000 tests ont été remis au ministère de la Santé publique et d'autres équipements indispensables dans la lutte contre cette pandémie au Cameroun. Reportage. Une centaine de bidons de 20 litres chacun de solutions hydroalcooliques produites localement et du matériel de désinfection offert à des formations sanitaires des villes de Douala et de Bafoussam. Après la région du centre, la délégation du collectif d'entreprises françaises installées au Cameroun, dont Total Cameroun, le groupe SABC, le groupe CFAO, Sosucam, le groupe Bolloré, Solevo, SCHA, GCS, réunis au sein des conseillers du commerce extérieur de la France, CCEF, et du Cercle d'affaires français du Cameroun, CAFCAM, est allé au chevet des formations sanitaires des régions du littoral et de l'Ouest. Ainsi, du matériel de désinfection et d'assistance a été offert entre autres pour le littoral à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala, l'hôpital La Quintini, l'hôpital général de Douala, les centres médicaux d'arrondissement de Nkouloulou, de Lokbaba et de Bonamoussadi et la clinique Saint-Paul de Nilon. La région de l'Ouest en a également bénéficié avec un important package remis à l'hôpital régional de Bafoussam. Nous sommes ravis de recevoir ce don qui nous fait penser que toutes les entreprises citoyennes pensent aux hôpitaux pour surtout le personnel. Donc nous vous remercions chaleureusement de ce don que vous nous avez offert et nous saurons en faire bon usage. Ceci témoigne à n'en point douter de l'intérêt que ce collectif accorde à la lutte contre cette maladie et je suis tout aise de constater que la délégation de la santé et le ministère de la santé ne sont pas seuls à mener ce combat et que des entreprises citoyennes viennent se joindre à nous pour que nous gagnions ensemble cette lutte contre cette maladie. Par ces actions, le collectif matérialise sa promesse de soutien au système de santé national faite le 17 avril dernier à l'immeuble Étoile lors de la rencontre entre l'ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, le Premier ministre Joseph Dion Gounté et la délégation des CCEF et du CAFCAM. Le groupe CFAO ne saurait laisser l'État, n'est-ce pas, se battre tout seul. C'est pour ça que nous venons en soutien à l'État. Nous sommes fiers de participer, n'est-ce pas, d'apporter notre contribution à cette lutte qui est aujourd'hui celle de tout le monde. C'est un sentiment de fierté qui nous anime, nous, collectifs des entreprises françaises, puis cet élan de cœur qui contribue à la riposte du Cameroun tel que voulu par le gouvernement camerounais. Après le centre, le littoral et l'ouest, le collectif annonce la poursuite au cours des prochaines semaines de son opération dans les régions septentrionales ainsi que dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où nos frères sont également touchés. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Toujours le mystère autour de la disparition de Samuel Ouazizi. Ce sont des zones d'ombre observées par les organisations internationales, dont Reporters sans frontières, également Human Rights Watch et bien d'autres, qui s'interrogent sur comment a-t-il été arrêté, torturé et détenu au secret durant autant de mois sans qu'on puisse avoir des explications officielles sur son sort. Et Equinox ce soir lève encore un pan de voile sur ces zones d'ombre, révélant à la fois que Samuel Ouazizi, journaliste, arrêté à Boya, transféré dans une caserne, a été torturé, a subi des sévices corporels. Il a quitté Boya dans un état de santé tellement dégradé qu'il n'a pas pu être exploité à Yaoundé, selon nos informations. Il est mort courant 2019, précisément vers la fin du mois d'août, selon les informations glanées par Equinox Télévision. Voilà, madame, monsieur, c'est dans l'essentiel Equinox Soir, deuxième partie. Et c'est que vous savez que dans cette dernière partie Equinox Soir, nous allons recevoir Ferdinand Dindine, alias Papillon. Vous l'avez dit. Oui, allez-y. Vous l'avez dit, une affaire où des Camerounais souhaiteraient bien l'entendre au regard de cette mésentente qui se dessinerait
entre cet artiste musicien et la famille Manu Dibango. Voilà. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous lundi 20h. Madame, Monsieur, dans un instant, la suite, et qu'il en soit.